Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser, d'étudier ensemble le sujet de CEGM de la session 2024. Il s'agit du cas Notarius, et donc je vous propose de regarder ensemble les différents éléments du sujet et de vous proposer un corrigé. Vous pouvez accéder à ce sujet dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez également ma playlist dédiée à la CEGM, également mon livre disponible sur Amazon. Et enfin, je vous invite à commenter. Si jamais vous avez des questions, généralement, je réponds à toutes les questions qui sont posées dans la partie commentaires. Eh bien, c'est parti, commençons ensemble avec ce sujet. Alors, nous avons le cas Notarius, qui était le sujet de 2024. Le sujet était composé de 13 pages, avec d'abord une page de garde. Ensuite, vous avez le contexte, avec l'entreprise, sa création et aujourd'hui son activité. Vous retrouvez ensuite les différentes missions. Et enfin, vous avez 10 annexes concernant donc ce sujet. Sur les pages suivantes, vous retrouvez les différentes missions, avec des éléments de contexte. Vous avez ensuite les questions. Donc au total, vous avez pour ce sujet exactement donc 3 missions à réaliser. Et vous allez avoir donc sur la première mission 3 questions. Vous avez ensuite 3 autres questions. Et enfin, vous avez 4 questions pour terminer. Donc, ensuite, vous retrouvez donc les différentes annexes. Sur la première annexe, vous avez un entretien entre Monsieur Loiret, qui est le dirigeant de la société. Donc ça va nous donner des éléments contextuels sur l'entreprise. On retrouve ensuite une annexe qui porte sur la définition de la concurrence déloyale. Donc là, ça va nous aider sur la partie juridique. Ensuite, nous avons des éléments sur les difficultés de recrutement dans le secteur informatique. Donc là, ça va plutôt être sur la partie économique, sur le marché du travail. Ensuite, on a les métiers en tension. On va voir quels sont les métiers qui sont les plus en tension aujourd'hui dans notre annexe 4. Nous retrouvons ensuite l'annexe 5 avec la difficulté de tenir les talents dans la technologie de l'informatique. On a une annexe 6 sur ce que sont les objectifs de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons une annexe sur l'innovation, ce qu'est l'innovation. On a ensuite une annexe qui porte sur le bilan fonctionnel de l'entreprise. Alors là, c'est quelque chose qui était assez compliqué pour les étudiants, donc je reviendrai dessus en détail. Ensuite, annexe 9 sur les prêts croissance des entreprises. Et enfin, donc une dernière annexe sur un arrêt de cour de cassation qui était assez compliqué à comprendre pour les étudiants. Donc, je vous propose de revenir en détail sur l'ensemble de ces éléments. Nous allons commencer par expliquer le contexte de l'entreprise. Dans le contexte de l'entreprise, on nous explique que l'entreprise est née en 1972 par Damien Loiret. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la comptabilité notariale. En 2023, le fils, Martin Loiret, reprend la direction de l'entreprise avec 15 ans d'expérience. L'entreprise est basée à Lyon. Elle dispose de 160 collaborateurs avec des agences à Paris, à Marseille, à Bordeaux et à Lille. Elle offre des services pour les logiciels aux notaires avec de la rédaction d'actes et de gestion de ressources humaines. L'entreprise dispose de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle se positionne comme le deuxième acteur sur le marché après d'autres entreprises qui sont un peu plus connues comme Pinage et Matera. L'entreprise est une entreprise familiale, elle est autofinancée par des prêts bancaires et se distingue par son innovation technologique en proposant des solutions full web depuis 2004 et en intégrant l'intelligence artificielle depuis 2016. L'entreprise est connue et reconnue pour sa capacité d'innovation qui nécessite des investissements importants et une expertise très avancée de la part de ses collaborateurs. Donc l'entreprise prend en considération le capital humain de ses collaborateurs, donc leurs compétences, leur savoir-faire, et l'entreprise souhaite attirer des développeurs informatiques pour poursuivre le développement de ses activités. Voilà sur le contexte de l'entreprise. Nous allons ensuite passer
aux différentes questions que nous allons traiter ensemble. Alors, petit point méthodologie avant de lire les questions et d'y répondre. D'abord, je vous invite à, avant tout, lire les questions avant de lire les différentes annexes. Vous lisez les questions pour vous approprier les notions qui sont demandées sur le sujet, et ensuite, vous pourrez lire les annexes en les stabilotant, en prenant des notes et en faisant des renvois aux questions qui sont posées. Une fois que vous avez lu les différentes questions ainsi que les annexes, vous allez pouvoir rédiger les plans de vos différentes questions. Sachez que chaque question porte généralement sur une notion clé du cours. Donc c'est à vous de savoir si la question est plutôt une question d'économie, de management ou de droit. Nous allons voir tout cela ensemble. Et enfin, sur la rédaction des questions, sur les questions d'économie et de management, je vous invite de définir les différents termes de la question, de retrouver les différents éléments dans les annexes, ne pas reprendre les éléments tels quels, ne pas paraphraser, mais expliquer, voire parfois citer entre guillemets, et enfin vous faites une petite analyse et une conclusion pour votre réponse. Voilà sur les questions d'économie et les questions de management. Vous avez également les questions de droit, et les questions de droit, lorsque vous avez le terme à partir ou à l'aide d'un raisonnement juridique, vous devez réaliser votre réponse sous la forme suivante, donc en 4 parties, avec d'abord le rappel des faits, ensuite la question de droit, la règle de droit, et enfin la solution. On verra ça dans le détail avec les questions de droit. Eh bien, je vous propose maintenant de passer à nos différentes questions. Commençons par la mission 1, l'analyse interne de l'entreprise et la présentation de son activité. Il va être très important de vous référer aux annexes qui sont indiquées. Pour cette mission 1, vous devez mobiliser l'annexe 1 et l'annexe 2. Deux choses importantes, n'utilisez pas les annexes qui ne sont pas indiquées dans cette partie du sujet, premièrement, et deuxièmement, dès qu'on vous donne une annexe à citer, il faut nécessairement la mobiliser. D'accord ? Si jamais vous avez une annexe que vous n'utilisez pas, dites-vous qu'il y a un problème et qu'il faudra forcément l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc dans cette première mission, on nous donne un élément de contexte, je vous le lis. Martin Loiret vient de prendre la direction de l'entreprise Notarius, dont il a souhaité faire évoluer le style de management. Il s'interroge sur les ressources dont dispose Notarius pour mener à bien la reprise de l'activité. Question 1, caractériser le style de management adopté par Martin Loiret. Alors, il y a plusieurs choses à dire avec cette première question. Déjà, on nous dit que le style de management a évolué. Donc, il va être intéressant de voir quel était le style de management avant et quel est le style de management maintenant. Et pour cela, il faut connaître les différentes typologies des styles de management qui existent. La typologie la plus connue est celle de Rancis Likert, qui indique qu'il y a au total donc 4 grands styles de management, c'est-à-dire 4 grandes façons de gérer ses équipes. Nous avons le style autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif. Et donc dans l'annexe 1, on nous indique que, à sa création, le style de management était plutôt paternaliste, bienveillant. C'est-à-dire que le fondateur se souciait du bien-être de ses salariés et avait tendance à les récompenser pour les motiver en cas de succès. Et donc maintenant, le fils souhaite faire évoluer ce management vers un modèle plus participatif. En plus de maintenir le bien-être des salariés qui est une priorité, il va mettre un point d'honneur à développer l'esprit d'équipe, l'implication des collaborateurs dans la prise de décision qui restait un problème, puisque le pouvoir avant était centralisé. Dans la dimension paternaliste, le dirigeant gérait l'ensemble des activités. Aujourd'hui, le fils souhaite faire participer activement les équipes sur la dimension tactique et stratégique de l'entreprise. Et donc cette transition souligne la volonté d'intégrer les collaborateurs et de les fidéliser pour les impliquer de façon durable dans le développement de l'entreprise. Vous voyez, avec cette première réponse, j'ai redonné les différents styles de management, j'ai expliqué comment ont évolué ces styles de management, et enfin, j'explique quel est l'intérêt de passer vers un modèle participatif.
Voilà pour cette première réponse à la question 1. Passons à présent à la question 1.2. Analyser à l'aide d'un diagnostic interne les ressources de l'entreprise Notarius. Alors cette question a beaucoup déstabilisé les étudiants, puisque généralement les étudiants font des diagnostics externes avec le PESTEL, avec par exemple les forces de porteur. Ils font aussi souvent des analyses internes et externes avec le SWOT, mais c'est assez rare qu'on puisse leur demander de faire un diagnostic interne. Donc pour faire notre diagnostic interne, ici, on va identifier les forces et les faiblesses de notre entreprise. Et pour nous aider à faire cela, eh bien, on va pouvoir distinguer les différentes formes de ressources possibles de l'entreprise. Alors, d'abord, en termes de ressources, on peut en citer plusieurs. Une entreprise va avoir des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles, voire même des ressources immatérielles. On va essayer de les retrouver, de les identifier grâce à nos annexes 1 et 2. On va classer nos différentes ressources en distinguant nos forces de nos faiblesses. D'abord, sur les ressources financières, l'entreprise est une entreprise familiale qui se finance par le prêt bancaire et donc elle reste dans un cadre restreint et elle n'ouvre pas son capital à de nouveaux investisseurs, ce qui permet de conserver son pouvoir de décision, ce qui est une force. Toutefois, l'entreprise est dépendante de ce système bancaire, ce qui en fait une faiblesse. Et son impact financier est relativement limité puisqu'il s'agit d'une entreprise de petite taille qui va rester de petite taille puisque elle ne souhaite pas plus s'ouvrir, elle ne souhaite pas plus se développer et donc son investissement est limité. C'est ici une faiblesse. Enfin, dernier point sur les ressources financières, l'entreprise dispose quand même d'un chiffre d'affaires relativement important de 16 millions d'euros, ce qui en fait une force. Après les ressources financières, nous pouvons maintenant parler des ressources humaines. Notarius emploie 160 collaborateurs dans toute la France, dont 45 développeurs informatiques, 15 commerciaux, 20 techniciens compétents, et Martin Loiret est le dirigeant qui est le fils du fondateur, qui connaît parfaitement sa structure. Ça, c'est une force importante en termes de RH, donc l'entreprise mise énormément sur le capital humain, sur les compétences de ses collaborateurs. Toutefois, la faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, le recrutement des collaborateurs est très difficile et que l'entreprise est une entreprise de petite taille qui n'aura pas forcément des capacités pour faire face aux concurrents qui pourraient proposer de bien meilleurs salaires pour les salariés qui souhaitent travailler dans le secteur informatique. Voilà sur nos ressources humaines. Passons maintenant à nos ressources matérielles. Alors ici, je n'ai vu que des forces. L'entreprise dispose d'un équipement informatique performant. Chaque salarié dispose de 2 ordinateurs. On a un réseau qui va être important avec des structures qui permettent de développer le télétravail et le travail en open space. L'entreprise propose à ses techniciens et ses commerciaux des équipements avec des smartphones, des véhicules. Enfin, on a un siège social qui est situé en région lyonnaise et on a de nombreuses agences à Paris, à Marseille, Bordeaux et Lille. Et l'entreprise souhaite ouvrir 3 nouvelles agences dans les 5 prochaines années. Donc ça, ce sont des éléments qui sont des forces. Et enfin, en ressources immatérielles, également, j'ai noté un certain nombre de forces. Les logiciels et technologies de l'entreprise, la bonne image de marque et sa réputation, qui est une ressource immatérielle, le capital humain de ses salariés, donc les compétences, c'est à la fois une ressource humaine, mais c'est aussi quelque chose d'intangible. On a le capital humain des salariés, donc on a les compétences individuelles, mais la somme des compétences individuelles va générer une compétence collective, la compétence de l'entreprise. Et enfin, on a une culture d'entreprise qui est basée sur le bien-être et la participation des collaborateurs, ce qui en fait également une force. Voilà sur cette réponse donc à la question portant sur les ressources de l'entreprise. Nous passons à la question 1.3. Vous voyez qu'il y a ici un élément de contexte qui va devoir être utilisé pour répondre à la question. Je vous lis ce contexte. En consultant Internet, Martin Loiret, le dirigeant, se rend compte qu'un jeune entrepreneur vient de se lancer dans une activité proposant aux notaires
un service à distance de signature électronique. Cette entreprise a pris le nom Notaros. Elle obtient des avis très négatifs sur le web. Il craint que cela ne porte atteinte à l'activité de son entreprise. Et nous avons donc la question 1.3, déterminer les raisons pour lesquelles Martin Loiret pourrait engager une action en concurrence déloyale. Alors, les deux précédentes questions étaient des questions de management, sur les styles de management, sur le diagnostic. Et ici, nous avons notre première question de droit. Et ce qui est singulier ici, c'est qu'on ne vous demande pas de faire un raisonnement juridique. Ici, il faudra donc donner les différentes définitions et expliquer pourquoi Martin Loiret peut ou ne peut pas intenter une action en concurrence déloyale. Et pour cela, donc, vous avez l'annexe 2 qui vous reprécise ce qu'est une situation de concurrence déloyale. La concurrence déloyale, d'après ce que nous dit l'article, est composée de 4 éléments. Le dénigrement, l'imitation, la confusion, le parasitisme et enfin la désorganisation économique. Donc avec les éléments de contexte, vous devez expliquer si, oui ou non, eh bien, notre entreprise fait face à une situation de concurrence déloyale. Et là, on pourra également citer d'autres notions en droit, comme par exemple la propriété intellectuelle, avec les notions de marque, le dépôt de marque. Et donc, pour répondre très concrètement à cette question, on peut présenter différents éléments. D'abord, il semble qu'il puisse y avoir une action en concurrence déloyale face à cet entrepreneur. D'abord, puisque les noms des deux structures sont très similaires, ce qui pourrait créer une confusion dans l'esprit du consommateur et s'apparenter à une imitation. Alors, il faut faire la distinction entre imitation et parasitisme. Imitation, c'est qu'on va prendre un peu la même forme qu'une entreprise connue pour créer une confusion dans l'esprit du consommateur, alors que le parasitisme, on va reprendre tel quel le nom, on va reprendre les procédés. En fait, si vous voulez, le parasitisme s'apparente véritablement à de la contrefaçon, alors que l'imitation va plutôt créer une confusion entre la réelle marque et une marque qui s'en rapprocherait. Donc là, effectivement, on peut faire face à une imitation, puisque les noms sont très proches et les activités sont également très proches. Deuxièmement, les avis très négatifs sur le web concernant ce jeune entrepreneur peut porter préjudice à notre marque, à Notarius, avec une association entre cette marque et la marque de notre entreprise étudiée. Et donc là, cela constituerait finalement une forme de dénigrement qui serait indirecte. De plus, notre entreprise pourra déterminer un préjudice qui sera clair, qui va être la diminution potentielle de la clientèle et des opportunités commerciales. Donc, Martin Loiret pourra démontrer le lien, enfin, il devra faire la preuve du lien de causalité entre la baisse de son activité, la baisse de son chiffre d'affaires, la baisse de sa clientèle par rapport à cette entreprise qui s'est développée avec ce jeune entrepreneur. Donc Martin Loiret devra quand même fournir la preuve que cette concurrence déloyale porte atteinte à son entreprise et à son activité. Mais en théorie, eh bien Martin Loiret pourra bien proposer une action en concurrence déloyale contre l'entreprise Notaros pour ces différentes raisons que je viens d'évoquer. Voilà donc pour cette question de droit. Nous passons à présent à la mission 2 avec l'étude du marché et son impact sur l'entreprise. Pour cela, nous devons mobiliser les annexes 1 ainsi que les annexes 3 à 6. Je vous lis le contexte. Suite à l'arrivée de Notaros sur le web, Martin Loiret veut mesurer les risques de ce nouveau concurrent sur le marché. Des informations sur le marché du travail des informaticiens lui seront utiles pour optimiser les décisions en matière de gestion des ressources humaines. Question 2.1. Caractériser les barrières à l'entrée sur le marché de l'entreprise Notarius. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce que sont des barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée, ce sont l'ensemble des éléments qui vont rendre plus difficile pour un nouvel entrant la possibilité de pénétrer sur un marché. C'est-à-dire que concrètement, je suis une entreprise
et je vais évaluer toutes les difficultés que je vais rencontrer lorsque je vais vouloir me développer sur un marché. Et en fait, on va distinguer deux types de barrières, les barrières naturelles et les barrières artificielles. Les barrières naturelles sont des barrières qui sont propres au marché. Ces barrières ne vont pas être développées par des concurrents, mais elles seront propres au marché visé. Tandis que les barrières artificielles sont, elles, développées par les concurrents. Ce sont les concurrents qui créent ces barrières pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. On va faire cette classification. Donc, imaginez que vous êtes une entreprise qui crée des logiciels pour les notaires. Quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer? D'abord, au niveau des barrières naturelles, eh bien, il s'agit d'un marché qui est très spécifique, avec des règles, des réglementations gouvernementales qui peuvent être complexes. Donc cela suppose un certain niveau de maîtrise de la réglementation. De plus, si l'on est créateur de logiciels, eh bien, on va avoir besoin d'un certain nombre d'investissements pour faire face à la concurrence qui est déjà présente. Donc les investissements initiaux sont très probablement élevés lorsque l'on souhaite mettre en place un cabinet. On va avoir un certain nombre d'investissements à réaliser en termes de matériel, de logiciels, etc. Et puis ensuite, on va avoir nos fameuses barrières artificielles. Celles-ci sont développées par nos concurrents. Ici, eh bien, ce sera notamment la notoriété, l'image de marque des concurrents que ces derniers auront développé au fur et à mesure des années. Et donc, cette fois-ci, il s'agit bien de barrières artificielles. Passons à présent à la question 2.2. Analyser le marché du travail des informaticiens et l'impact sur l'activité de l'entreprise Notarius. Alors en économie, on va généralement classer trois grandes catégories de marchés. Le marché des biens et services, le marché des capitaux et enfin le marché du travail. Et donc quand on va analyser le marché du travail, il faudra analyser l'offre et la demande de travail. Dans le contexte du marché du travail, les offreurs sont ceux qui offrent leur force de travail, et donc ce sont les demandeurs d'emploi. Tandis que la demande est la demande des entreprises qui cherchent des travailleurs. C'est contre-intuitif puisque généralement on parle de demandeurs d'emploi et d'offres de travail, mais il faut bien faire attention sur le marché du travail. L'offre, ce sont les demandeurs d'emploi, et la demande, ce sont bien les entreprises. Il faudra faire très attention à bien réutiliser ces deux termes de façon pertinente. Et donc, on va analyser nos offreurs et nos demandeurs au travers des différentes annexes. Dans les documents donnés sur le sujet, nous avons l'annexe avec les difficultés de recrutement dans le secteur informatique qui ne vont pas s'arranger. C'est l'annexe 3. Ensuite, l'annexe 4, on nous donne le top 30 des métiers en tension. Donc, qu'est-ce que signifient les métiers en tension? Eh bien, ce sont des métiers où on a des difficultés à recruter. Ce sont des métiers dans lesquels il y a une demande de travail, mais l'offre qui ne suit pas. Et donc, on constate que dans le sujet, on nous a mis en gris le quatrième métier le plus en tension, ingénieur et cadre d'études, recherche et développement en informatique, chef de projet informatique, typiquement les métiers de l'entreprise Notarius. Et là, on voit qu'il y a quand même une forte tension sur ces métiers. On a enfin une dernière annexe qui est l'annexe 5 avec les difficultés pour retenir les talents dans la technologie de l'information. Donc l'ensemble de ces annexes nous permet d'analyser notre marché du travail en montrant que la demande de travail est bien présente avec des entreprises qui recrutent des salariés dans l'informatique, mais l'offre de travail, quant à elle, eh bien, est en tension. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail. La demande de travail est supérieure à l'offre de travail. Comme dans tout marché, eh bien, le prix va devoir augmenter. Ce n'est pas le prix d'un bien ou d'un service, mais c'est le prix accordé aux salariés pour pouvoir travailler, pour pouvoir capter eh bien, nos salariés. Les entreprises vont devoir augmenter le niveau de salaire pour permettre eh bien, d'attirer l'offre vers ces métiers. Alors, cela passe bien évidemment par l'augmentation de salaire d'une part, mais on peut également proposer d'autres avantages
pour mobiliser, pour intéresser, pour attirer les talents vers nos entreprises. Cela peut passer par un certain nombre d'avantages que l'on va retrouver notamment dans les différentes théories de la motivation. On peut avoir, par exemple, permettre plus de flexibilité, permettre le télétravail, permettre des primes, permettre un certain nombre d'avantages comme des véhicules de fonction, etc., etc. Donc, il y a un déséquilibre sur le marché du travail entre l'offre et la demande. La demande est forte, l'offre, quant à elle, est plus mitigée. Il va falloir faire des efforts pour permettre d'attirer les travailleurs, les talents vers nos entreprises qui recrutent massivement des informaticiens dans leurs activités. Voilà pour la réponse à cette question 2.2. Donc nous passons à la question suivante avec une petite partie de contexte. Pour pallier les problèmes liés aux ressources humaines, Martin Loiret envisage de mettre en place des actions dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Question 2.3, proposer des actions appropriées dans le cadre de la GPEC. Pour répondre à cette question, vous avez une annexe 6 qui présente les objectifs de la GPEC. Vous voyez un petit schéma qui nous présente les différents éléments, résoudre les difficultés de recrutement, faire face aux problèmes de la pyramide des âges, résoudre les difficultés de dialogue social, développer les mobilités professionnelles des salariés, faire évaluer les conditions de travail, qualifier les salariés, faire face à une situation de sureffectif, accompagner les changements du travail et de la production. Cette question renvoie à la question précédente avec les difficultés de recrutement sur le marché des informaticiens. Cette GPEC, c'est une démarche stratégique qui vise à anticiper les besoins futurs en ressources humaines d'une entreprise. Dans notre cadre, la GPEC va permettre de recruter les talents de demain de l'entreprise, mais aussi de les maintenir dans l'activité, de faire ce qu'on appelle de la rétention de talents, en permettant leur motivation, leur implication, leur fidélisation au sein de la structure. Et donc pour cela, Martin Loiret a un ensemble d'actions en termes de gestion des ressources humaines qu'il pourra mettre en place, notamment continuer à investir dans la formation de ses employés pour développer leurs compétences, pour développer leur capital humain, mais également préparer les besoins futurs en améliorant les compétences existantes et en permettant de développer ces compétences sur des nouveaux métiers, des nouvelles activités, des nouveaux logiciels à développer pour l'entreprise, mais ça peut également permettre la reconversion vers de futurs métiers pour les employés. Effectivement, l'entreprise qui a des difficultés à recruter peut permettre aux employés de changer, de se reconvertir, de postuler à de nouveaux postes en interne dans l'entreprise. Par ailleurs, il est important de poursuivre l'aménagement du temps de travail afin de permettre plus de flexibilité aux salariés et de proposer notamment du télétravail aux informaticiens, ce qui va permettre de les fidéliser au sein de la structure. Passons à présent à la mission 3, sur le développement de l'entreprise. Pour cette mission, nous allons devoir utiliser les annexes 1, mais également les annexes 7, 8, 9 et 10. Je vous lis le résumé de la mission. Martin Loiret souhaite accentuer la politique d'innovation initiée par son père. Il veut notamment renforcer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les logiciels développés par les informaticiens. Il s'interroge de la pertinence de financer cette politique d'innovation par la réduction des délais de paiement de ses clients de 60 à 30 jours fin de mois. Première question, question 3.1. Identifier le choix stratégique lié à la politique d'innovation menée par Notarius et justifier son intérêt. Alors ici, il y a deux termes qui sont importants. Nous avons le terme de stratégie et nous avons le terme de politique d'innovation, l'innovation. Pour cette question, il faut d'abord définir ce qu'est la stratégie. La stratégie, ce sont les décisions qui sont prises par l'entreprise sur le long terme, qui vont demander des financements et qui vont guider une entreprise sur les années à venir. Les décisions stratégiques sont prises par la direction, par les actionnaires, par les dirigeants, et elles doivent permettre aux entreprises de développer un avantage concurrentiel. On note
que l'entreprise souhaite investir en recherche et développement. Chaque employé va bénéficier d'outils spécifiques, d'outils techniques de pointe pour permettre d'assurer la meilleure qualité de service, pour permettre aux clients d'être fidèles, donc de satisfaire et pérenniser la clientèle. Ici, cette fidélisation va être exigeante et elle va devoir répondre à des besoins spécifiques liés à la comptabilité notariale. Notre entreprise va avoir une première stratégie qui est celle de la spécialisation. L'entreprise est spécialisée dans un cœur de métier qui est la comptabilité notariale, donc l'entreprise a un seul DAS, un seul et même domaine d'activité stratégique, elle a cette spécialité, et ensuite, sur son DAS, une entreprise va faire le choix d'appliquer une stratégie spécifique. Généralement, on aura 3 grandes stratégies: la domination par les coûts, la différenciation ou alors la stratégie de niche. La domination par les coûts va être de vendre un produit moins cher que ses concurrents. La différenciation va être d'améliorer la qualité de produit pour se différencier de ses concurrents. Ou alors, nous allons avoir la stratégie de niche, qui est une stratégie qui va être proposée à une parcelle de consommateurs qui va être réduite. Ici, notre entreprise est à la fois spécialisée, mais elle cherche aussi à se différencier par cette politique d'innovation. En effet, la taille du marché est modeste, donc on pourrait même peut-être dire qu'il s'agit d'une stratégie de niche, mais l'entreprise souhaite se développer. Elle souhaite rester dans le giron familial et faire face à des concurrents qui sont de plus grande taille, et donc pour cela, elle mise sur l'innovation de produits pour permettre de développer un avantage concurrentiel, puisque le fait de définir une stratégie, d'après Michael Porter, doit permettre de donner un avantage concurrentiel qui va permettre à notre entreprise de se distinguer durablement de ses concurrents. Passons à présent à la question 3.2. Analyser la solution de financement proposée par le dirigeant pour financer cette politique d'innovation. Pour rappel, ce que l'on a pu voir sur la présentation de la mission 3 est la situation dans laquelle Martin Loiret souhaite mettre en place une politique d'innovation, et pour cela, il souhaiterait réduire le délai de paiement de ses clients de 60 à 30 jours. C'est ce qu'on appelle dans le langage comptable une créance client. Pour savoir si cette solution est pertinente, on va devoir mobiliser l'annexe 8 avec le bilan simplifié de l'entreprise. Pour rappel, dans les documents, il est indiqué que jusqu'à présent, l'entreprise finance ses innovations par les crédits bancaires, par l'endettement bancaire. Et donc, cela rend l'entreprise relativement dépendante des banques sur ces différents projets d'innovation. Martin Loiret souhaite changer les modes de financement de ces innovations avec cette fameuse solution de délai des créances clients. Et donc, on observe sur l'annexe 8 le bilan fonctionnel de l'entreprise pour l'année 2022. On constate différents chiffres. D'abord, nous avons le cycle d'investissement avec les emplois stables et les ressources stables qui nous donnent un FRNG, donc un fonds de roulement net global de 89 €. Nous avons ensuite un cycle d'exploitation avec un actif circulant et un passif circulant qui nous donne au global un BFR, donc un besoin en fonds de roulement de 400 €. Et donc, on constate une trésorerie négative de moins 311 €. Donc, il s'agit de la différence entre le FRNG et le BFR qui nous donne donc une trésorerie négative de moins 311 €. Par rapport à ce que l'on observe sur notre bilan, eh bien, l'idée, c'est que les ressources à court terme ne couvrent pas entièrement les besoins à court terme. Notre trésorerie est ici négative, et donc la réduction des délais de paiement de 60 à 30 jours pourrait améliorer la trésorerie en accélérant les entrées de liquidités dans l'entreprise. Toutefois, cela peut être une solution, mais sans doute à court terme. Tout simplement parce qu'il va être difficile de convaincre l'ensemble de ses clients de ces nouveaux délais de paiement. Sur le court terme, on pourra générer un flux de trésorerie supplémentaire, qui pourra même devenir sans doute positif.
Cela permettrait de limiter les tensions de la trésorerie actuelle. Toutefois, cette stratégie comportera des risques, des clients mécontents qui voudront ou non réduire leur délai de paiement, et donc cela risque d'impacter tout de même la relation commerciale. Donc là, il s'agit d'une solution temporaire, mais qui devra être couplée avec d'autres solutions, puisque l'investissement dans l'innovation est une politique sur le long terme. Cette solution ne peut être qu'une solution de moyen ou de court terme, en tout cas si l'entreprise souhaite mener des politiques d'innovation ambitieuses sur les années à venir. C'est pour cela que l'on retrouve dans la question suivante d'autres propositions de financement pour permettre de développer cette politique d'innovation. Nous passons à la question 3.3, proposer d'autres solutions de financement adaptées à la politique d'innovation. Comme nous l'avons vu avec la question précédente, la réduction des délais de paiement peut être une solution sur le court terme. Aujourd'hui, notre entreprise dépend de l'emprunt bancaire, donc nous pouvons voir d'autres propositions à proposer à notre entreprise pour financer ces innovations. Et nous avons donc l'annexe 9 qui nous parle des prêts croissance TPE-PME qui vont être financés par la région Rhône-Alpes. Il s'agit ici de projets d'investissement pour des montants qui seraient inférieurs à 300 000 €, ce qui peut être pertinent pour notre entreprise, puisque c'est un prêt croissance qui va être réalisable pour les entreprises entre 3 et 259 salariés et situé dans la région Rhône-Alpes. Ce sont des prêts qui sont accordés sur une période de 7 ans, donc on constate ici que les prêts publics peuvent être une solution à proposer à notre entreprise. Et puis on peut également proposer d'autres formes de financement, et là on va plutôt mobiliser les éléments du cours. On peut proposer par exemple aux entreprises d'utiliser donc d'autres formes de crédit, comme par exemple le crédit bail, où l'on va passer de la location d'équipement à finalement l'achat de ce même équipement à partir d'une certaine période. Donc le leasing, ça peut être une solution. On peut également proposer de passer par des plateformes de financement participatif basées sur le don, basées sur le prêt, basées sur l'investissement. Tout ce qu'on appelle le crowd equity, ce sont des solutions alternatives de financement par la foule pour des petites et moyennes entreprises. Et puis enfin, une dernière solution que l'on pourrait proposer, mais qui finalement ne rentre pas tellement en cohérence avec la logique de l'entreprise familiale, ce serait l'ouverture du capital à d'autres apporteurs de capitaux. Ça permettrait de financer des projets en faisant entrer, en tant que nouveau propriétaire, des investisseurs. Mais cette logique risque de casser avec l'esprit familial de l'entreprise. Donc on peut faire cette proposition en indiquant bien sûr qu'il ne s'agit pas de l'ADN de l'entreprise. Voilà donc sur les solutions de financement. Pour récapituler, nous avons l'accès aux prêts croissance TPE-PME. Nous avons le leasing, le crédit bail, qui va être une location qui peut devenir finalement un achat. Nous avons tout ce qui est financement participatif en ligne. Et enfin, nous avons l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs. Voilà pour les choix possibles de financement de notre entreprise. Passons à présent à la dernière question du sujet, la question 3.4. Je vous lis le résumé. Depuis quelques mois, le dirigeant a remarqué une baisse de productivité de certains de ses salariés. Il a donc décidé d'installer un système de vidéosurveillance dans l'open space pour contrôler les activités en permanence. Il constate grâce à ce dispositif que l'un de ses salariés quitte souvent son poste de travail pour prendre une pause. En vertu de son pouvoir de direction, il souhaite mettre à pied ce salarié avec retenue sur salaire. Le salarié conteste cette décision au motif qu'il n'a pas été informé de la mise en place de ce système de vidéosurveillance. Question 3.4. Évaluer, à l'aide d'un raisonnement juridique, si les images de vidéosurveillance peuvent être utilisées pour prendre la décision de mettre à pied le salarié. Pour répondre à cette question, vous avez la dernière annexe, qui est l'annexe 10, avec un extrait de cour de cassation. Cet extrait est assez complexe, je vous invite à le lire, mais ce qui va être important de retenir, c'est la réponse de la cour et l'idée de cette jurisprudence, qui est que si les enregistrements d'un système de vidéosurveillance ne sont pas connus pour les salariés, eh bien, ils ne peuvent pas être valables. Pour répondre à cette question, nous allons devoir faire le raisonnement juridique en 4 parties avec le rappel des faits, la question de droit,
la règle de droit et la solution. Donc le rappel des faits va être un résumé des éléments que l'on a dictés préalablement. Donc notre dirigeant qui a remarqué la baisse de la productivité, il va mettre en place le système de vidéosurveillance dans l'open space. Grâce à ce dispositif, il se rend compte qu'un salarié prend régulièrement des pauses. En se basant sur ces images, il souhaite mettre à pied le salarié avec retenue sur salaire. Cependant, le salarié conteste cette décision en affirmant ne pas avoir été informé du système de vidéosurveillance. Et donc la question de droit est la suivante. Les images de vidéosurveillance peuvent-elles être utilisées pour justifier la mise à pied d'un salarié alors que celui-ci n'a pas été informé de ce dispositif? La règle de droit se fera à partir de la jurisprudence de l'arrêt de Cour de cassation daté du 7 novembre 2019, donc notre annexe 10, qui indique que les enregistrements d'un système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisés comme preuve contre un salarié si ce dernier n'a pas été préalablement informé de l'existence du dit système. Et donc la solution, en se basant sur le cas de la société KB Centre Chopin et de Monsieur M, en application de cette jurisprudence, les images de vidéosurveillance ne peuvent être légalement utilisées pour justifier la mise à pied d'un salarié parce que celui-ci n'a pas été informé de la mise en place de ce système. Si le salarié n'a bien pas été mis au courant de la mise en place de ce système de vidéosurveillance, alors le dirigeant ne peut juridiquement pas justifier la mise à pied du salarié en s'appuyant sur les enregistrements de la vidéosurveillance puisque le salarié n'avait pas les informations préalables de l'existence de ce dispositif. Donc s'il est avéré que le salarié n'avait pas connaissance du système de vidéosurveillance, alors eh bien, les images ne pourront être retenues contre le salarié. Voilà sur cette dernière question, et voilà donc sur la conclusion de ce sujet d'examen. J'espère que celui-ci vous aura aidé, et pour ma part, je vous souhaite bonne chance dans vos révisions, et je vous dis à bientôt. Pour réviser le programme de la CEJM en toute tranquillité, procurez-vous mon livre « Le vocabulaire de la CEJM » disponible en papier ou en numérique.